grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Elle représente près de la moitié de la population malienne avec 49,7% selon le dernier recensement de la population et de l'habitat. Elle constitue des piliers de la famille. Mais la représentation des femmes dans nos organisations politiques et de la société civile reste encore faible, même si certaines s'affirment. Ce nombre reste quand même minime comparé aux hommes. Comment se porte aujourd'hui l'engagement des femmes en politique et au niveau de la société civile? Quels sont les obstacles à leur émergence? Comment renforcer la participation et le leadership des femmes dans les organisations politiques et de la société civile? On en parle aujourd'hui avec nos invités, toutes des dames très actives dans les mouvements politiques et associatifs. Il s'agit de Adam Diko, directrice exécutive de l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie. Samaké Fatoumata Traoré, présidente de l'initiative citoyenne Mon Parti c'est le Mali, MPCM, et Maïniaré, vice-présidente du réseau international des femmes leaders. On espère qu'elle va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Ce grand dialogue sera modéré par Sirkou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Merci, chers invités, d'être là. Très ravi aujourd'hui d'être avec des dames très actives, je le disais tantôt. Alors, Madame Samaké, Fatoumata Niaré, comment vous appréciez, Fatoumata Traoré, comment vous appréciez aujourd'hui l'engagement des femmes dans les mouvements politiques et associatifs au Mali? Bonsoir Sékou, merci beaucoup de nous avoir invités à ce plateau et je voudrais aussi saluer tous nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment et qui nous regardent. Je pense que l'engagement des femmes ne souffre d'aucun doute, surtout au Mali où on voit que dans les mouvements associatifs, les femmes sont très actives. On sait également qu'au niveau des partis politiques, quoique les femmes n'aient pas eu la représentation qu'on leur souhaite ou qui leur sont dues, les femmes restent très actives en politique parce que quand on regarde le poids électoral des femmes, quand il y a des élections, donc on voit que c'est les femmes qui mobilisent le plus grand du monde, les femmes et les jeunes. Donc ça veut dire que c'est des personnes engagées, c'est des personnes actives et c'est des personnes qui contribuent justement au développement du pays. Alors, vous avez raison, nous avons vu avec l'avènement de la démocratie que les femmes sont de plus en plus engagées dans ce mouvement, dans ces organisations. Mais est-ce que ces dernières années, vous constatez que cet engagement reste le même ou bien il y a un peu de relâchement? Je ne pense pas qu'il y ait eu de relâchement, bien au contraire. Je pense que les femmes sont beaucoup plus actives. Je pense que le gros problème, c'est que malheureusement, nous constatons sur la scène politique que le niveau de représentativité des femmes au sein des instances de prise de décision des partis politiques reste assez faible. Quand on regarde aussi au niveau des institutions, c'est la même chose. Au plan international, c'est la même chose. Les organisations au niveau national et même au niveau du secteur privé, les femmes n'ont pas toute la place qu'elles méritent. Donc, je pense que c'est ça peut-être qui pourrait éventuellement biaiser notre analyse. Sinon, l'engagement reste intact. D'accord. Adam Diko, vous partagez cette analyse de Fatoumata Traoré? Oui, avant de commencer, je tiens à saluer Studio Tamani pour cette initiative qui vise quand même à mettre la lumière un peu sur les avancées, mais aussi les défis auxquels les femmes sont confrontées, et aussi mes salutations à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent actuellement. Je suis parfaitement d'accord avec cette analyse et je voudrais peut-être aborder la dimension même de l'avènement de la démocratie. Parce que j'ai bien aimé quand vous avez pris ça comme sujet de départ. Parce que l'avènement de la démocratie au Mali, il ne faut pas oublier qu'il est surtout grâce aux femmes. L'engagement, l'abnégation des femmes. On se rappelle que c'est des jeunes qui ont commencé le combat et que les femmes ont suivi et que quand les femmes sont rentrées dedans, toutes les autres couches, compris les syndicats et autres, sont rentrées dedans. Donc, pour montrer que l'engagement des femmes est antérieur au fait à l'avènement de la démocratie dans notre pays. Et cet engagement est confronté à beaucoup de défis.
socio-culturelles et même souvent religieuses dans notre société, les défis sont tellement énormes que souvent le niveau d'engagement ou le nombre de femmes engagées est assez dilué dans cet ensemble-là. Quand on regarde l'appareil étatique, on a l'impression qu'il n'y a pas assez de femmes qui sont engagées, mais quand vous regardez au niveau communautaire et même dans nos familles, on sait que beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants ont pu aller à l'école grâce à l'engagement de leur maman, qui ne se limite pas seulement à leur dire d'aller à l'école, qui mène des petites activités à côté pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille, pour pouvoir subvenir aux besoins de l'enfant. Donc tout ceci rentre dans l'engagement des femmes, et les femmes constituent ce pilier dans notre pays. Mais malheureusement, comme je l'ai dit encore, les défis socio-culturels et même souvent religieux constituent un frein à un certain niveau par rapport à l'émergence. Alors, vous l'avez dit, ce que vous venez de citer, c'est dans l'ordre normal des choses, des femmes qui s'engagent à soutenir la famille en assurant l'éducation des enfants et autres. Mais au niveau des communautés, est-ce qu'il y a des femmes vous constatez des femmes qui s'engagent de plus en plus pour leur communauté, pour les associations ou des organisations politiques qui se mettent en place? Est-ce que vous constatez cela depuis un moment? Oui, absolument. Et il y a différents niveaux d'engagement. Au niveau communautaire, je pense que cet engagement est plus visible chez les femmes que chez les hommes. Au niveau communautaire, vous avez des regroupements de femmes, vous avez des tontines, vous avez plusieurs niveaux d'engagement où ce sont les femmes qui s'affirment, où ce sont les femmes qui animent. Ce n'est pas souvent la même chose. La même architecture n'existe pas chez les hommes en termes d'engagement. C'est vrai qu'on retrouve des grains et autres, mais les femmes sont beaucoup plutôt regroupées pour mener souvent ces genres d'initiatives. Beaucoup d'endroits, des questions de salubrité, d'assainissement et autres, c'est des questions pilotées par des groupements de femmes. Et là, cet engagement s'élargit aussi sur la dimension politique. Ce n'est pas pour rien que quand il y a les élections, tout le monde pense aux femmes. Tout le monde dit, allons-y chercher les femmes, allons chercher les présidentes des groupements et autres, parce que cet engagement, cette capacité de mobiliser est très réelle. Encore une fois, je le dis, le véritable défi par rapport à l'émancipation des femmes dans les instances de prise de décision, c'est les barrières socio-culturelles, économiques et religieuses qui empêchent les femmes, aujourd'hui beaucoup de femmes, parce qu'il y en a qui arrivent quand même à émerger, mais qui empêchent beaucoup de femmes à atteindre ce niveau. Mais il ne faut pas que cette faible représentativité des femmes au niveau global nous fasse penser que l'engagement des femmes n'est pas réel ou n'est pas effectif au niveau communautaire, car elle l'est. D'accord. Madame Samaké, sur le terrain, oui, quand vous faites un constat général sur le terrain de façon générale, comment les femmes s'engagent dans ces organisations, comment elles intègrent ces organisations, quelles sont les motivations souvent quand elles viennent pour intégrer ces organisations? Je pense que la motivation des femmes, elle est claire, et je pense que les femmes sont motivées tout simplement à contribuer, non seulement au développement de la communauté, mais en commençant d'abord par la famille. Donc je pense que quand nous regardons bien ce qui se passe au niveau des communautés, c'est qu'on a des femmes qui sont engagées au niveau familial. Donc tout ce qui a été dit par rapport à la prise en charge des dépenses liées au foyer, au fonctionnement du foyer, et puis les tâches qui doivent quand même maintenir le foyer. Donc on va voir aussi plus loin, malgré toutes ces responsabilités, les femmes vont s'engager dans différentes associations à différents niveaux. On a parlé des tontines, parce que je pense là aussi il faut saluer le niveau de résilience des femmes. Parce que, étant donné que les femmes ne sont pas à des niveaux très élevés du pouvoir, donc ça veut dire qu'elles ne peuvent pas avoir des gains conséquents. Et les femmes ont été résilientes en pensant justement à des formats qui leur permettent de mobiliser des ressources. Donc cela, on le sait, c'est quand même une pratique séculaire au Mali, c'est les tontines par exemple. Et ensuite, avec la démocratisation qui a permis quand même l'émergence des organisations, parce qu'avec le parti unique, on n'avait pas la possibilité de créer des associations comme on le voulait, de créer des partis politiques. Donc les femmes ont suivi ce mouvement-là. Elles ont décidé justement d'aller vers des organisations féminines, et je pense quand même que ce qui reste à saluer, le Mali est resté très longtemps
comme champion en matière de niveau de structuration et d'organisation des organisations féminines, notamment avec la CAFO, mais avec d'autres organisations qui ont émergé plus tard, même si on regrette ce qui est devenu la CAFO par la suite. Mais c'était un exemple qui est cité dans la sous-région. Donc je pense que les femmes en général sont des personnes très proactives qui cherchent justement à faire en sorte que les choses aillent mieux. C'est-à-dire qu'elles n'attendent pas toujours qu'on leur propose de l'argent, qu'on leur propose des postes, mais elles viennent volontairement parce qu'elles savent que leur avenir et l'avenir de leurs enfants en dépend. Donc aujourd'hui, on peut dire que quand des femmes viennent pour intégrer dans des associations, dans des organisations politiques, c'est pour d'abord peut-être changer leurs conditions, défendre leurs intérêts, au lieu de penser à qui que ce soit. Est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que les femmes ne viennent pas dans la plupart des cas pour, comme vous l'avez dit, soutenir la famille, soutenir l'homme, assister leur mari ou bien leur frère? Est-ce qu'elles pensent à elles-mêmes d'abord? J'espère que vous ne doutez pas de l'engagement des femmes, en tout cas des motivations. Mais je pense que cette motivation-là, elle est inhérente à la vie. C'est-à-dire c'est une question de vie et de survie des populations. Ce qui est sûr, quand vous vous engagez pour une raison déterminée. Ensuite vient tout ce que tu peux avoir comme retombées positives. Mais il n'y a pas que des retombées positives quand on s'engage là. Il y a aussi des problèmes qu'on peut rencontrer. Par exemple, au plan politique, les femmes, quand elles s'engagent souvent, elles font l'objet de plusieurs brimades dans la société. Elles ont du mal à participer aux réunions et elles ont du mal aussi à être considérées comme des personnes valeureuses dans la société. Elles peuvent être stigmatisées et il y a des stéréotypes qui sont là, qu'on leur prête, alors que forcément, elles ne représentent pas cela. Et tout cela fait que les femmes, souvent, justement, ces barrières-là, ou ce n'est pas des barrières, mais je veux dire, toutes ces choses-là constituent quand même des obstacles à l'engagement de la femme. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas que les femmes ne veulent pas s'engager. Les femmes s'engagent et les femmes ne vont jamais arrêter de s'engager. Mais il faut reconnaître que dans notre société, quand on s'engage, surtout sur le plan politique, les femmes peuvent rencontrer beaucoup de problèmes. Et on a vu même avec des associations, les femmes qui sont très actives dans les associations, c'est des femmes qui ont beaucoup plus de responsabilités parce que justement, elles doivent s'occuper de la famille, mais elles doivent également faire ce qui doit être fait pour la communauté. Donc ça fait que malheureusement, pour concilier les deux, ça devient difficile et le plus souvent, les femmes paient le tribut lourd quand même de la mauvaise perception à leur égard. Okay, c'est ce qui va nous amener à parler des défis, des obstacles, des problèmes, appelons comme on veut, mais ce n'est pas facile, comme l'a dit Adam Dicko. Quels peuvent être ces défis-là aujourd'hui pour une femme qui s'engage dans ces genres d'organisation? Bon, souvent, le premier niveau de défi, c'est les stéréotypes liés au genre dans notre société où l'homme est mieux vu dans tout ce qui est l'engagement associatif politique que la femme. La femme est plus vue dans notre société comme une personne qui doit rester à la maison, qui doit plutôt se trouver un mari, qui doit donner naissance à des enfants, s'occuper des enfants. Donc il y a des rôles qui ont été attribués aux uns aux autres, et parmi ces rôles-là, le rôle d'engagement n'a pas été attribué naturellement aux femmes. Donc ça, la société a un mauvais regard sur ce n'est pas un mauvais regard, comme je l'ai dit, c'est des perceptions du genre. C'est des perceptions du genre dans notre société qui constituent quand même un premier niveau de défi ou de barrière par rapport à l'engagement des femmes. Le deuxième niveau, c'est aussi souvent les charges sociétales dans notre pays. Une jeune fille, quand elle part à l'école, après l'école, il y a des tâches ménagères qui l'attendent à la maison, qui sont tout naturellement dans notre société, qui est d'aider la maman à laver les ustensiles de cuisine, à préparer les dîners, ainsi de suite. Et pendant ce temps, souvent, le garçon, lui, il a plus le temps d'aller jouer au foot, ou d'aller s'asseoir au grain et autres. Donc, l'accès à l'opportunité, déjà, souvent, est brisé à ce niveau parce qu'elle n'a pas souvent cette possibilité. Donc, il y a ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, encore une fois, dans notre société, c'est que tout ce qui est engagement
qui met la lumière sur toi t'expose, en fait. Et par rapport à cette exposition, on a tendance à penser que la femme ne doit pas être exposée. C'est-à-dire l'homme doit être exposé, peut recevoir des coups, mais la femme, elle ne doit pas être exposée. Donc du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de jeunes filles aussi qui ne veulent pas s'engager, qui constituent quand même un frein par rapport à leur leadership. Et il y a aussi l'aspect économique par rapport aux femmes qui s'engagent dans la politique. Souvent, pour pouvoir être sur des listes, on propose des sommes qu'il faut amener et on est dans une société où très souvent le pouvoir d'achat de la femme est limité. Donc du coup, ce barrière de pouvoir mobiliser les ressources nécessaires pour être sur une liste peut les amener à ne pas pouvoir être sur ces listes. Et encore une fois, les tâches sociétales qui constituent à trouver un mari, ainsi de suite. Donc il y en a qui ont du mal aussi à jongler vie familiale et vie d'engagement, parce que l'engagement aussi, ça demande du temps, ça demande souvent des sacrifices. Donc il y a tous ces aspects qui souvent nécessite de faire des choix, qui nécessitent d'accepter d'aller au-delà, d'accepter d'être anticonformiste, même si ça va aussi avec des regards, avec des critiques et autres. Donc cet engagement pour les femmes, c'est pas évident. Mais malgré tout, les femmes quand même aujourd'hui sont très engagées, encore une fois je le dis, que ce soit dans les mouvements associatifs, que ce soit dans les partis politiques et autres. Elles osent aujourd'hui créer leur propre parti politique, aller faire la promotion de leur propre parti politique, se présenter dans les élections, même si elles savent qu'elles ont affaire à des hommes souvent qui ont 2 fois plus de pouvoir économique, pouvoir d'achat qu'elles, mais elles osent le faire. Donc ce leadership des femmes est beaucoup développé aujourd'hui et ça va continuer à être le cas. Encore une fois, je le dis, le véritable leadership, c'est ce leadership-là qu'on acquiert dans la famille. En tant que jeune fille, tu grandis avec ce leadership en soi, que tu dois porter la famille, que tu dois prendre soin des autres. Donc, dès lors, l'engagement des femmes devient tout naturellement inné. En plus de ces obstacles, de ces défis qu'on peut considérer comme des pesanteurs sociales, le poids de la société, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à cela comme difficulté pour des femmes engagées en politique ou dans des mouvements associatifs? Bon, je pense qu'il y a d'autres difficultés, parce qu'au-delà de la difficulté financière à laquelle les femmes pourraient être confrontées, on a cette difficulté de briser cette barrière-là, de perception négative qu'a la société vis-à-vis de la responsabilité, c'est-à-dire la confiance qu'on peut placer en la femme en tant que personne à part entière. Donc je pense que c'est un gros défi à relever dans notre société. Quoique les textes aient dit, par exemple, que les femmes, c'est-à-dire les femmes et les hommes sont égaux en droit et en devoir, on voit que dans la pratique, cette mentalité n'est pas encore ancrée dans notre société. Il y a aussi une autre question qui est liée un peu au fait que quand vous allez dans les partis politiques n'ont pas une politique inclusive en leur sein qui permettent aux femmes d'émerger. Par exemple, dans la plupart des partis politiques, vous allez voir que les textes qui gouvernent justement ces partis politiques n'ont pas de dispositions particulières par rapport à l'inclusion des femmes dans la prise de décision et puis par rapport même à leur positionnement sur les listes électorales. Là, je parle aussi... Est-ce que les femmes ne devraient pas s'attendre à ça quand vous entrez dans une arène qu'on a longtemps considérée comme celle des hommes? Si vous venez dans la scène politique, vous devez vous attendre quand même que vous devez vous battre. Oui, la question, ce n'est pas qu'on s'y attend pas. Oui. La question, c'est que justement, on devrait dépasser cette façon de faire. Parce que quand on regarde ces partis politiques quand même émanent, en tout cas, sont gouvernés par des textes. Et dans ces textes-là sont suffisamment inclusifs pour que ces partis politiques-là prennent en compte la situation des femmes. Je vous donne juste un exemple, et là, c'est un peu lié aux barrières socioculturelles. C'est, par exemple, au sein des partis politiques, vous allez constater que les plus grandes décisions se prennent la nuit. Parce qu'on sait que les femmes ne peuvent pas être à une certaine heure de la nuit pour participer à certaines réunions. Et on planifie
la réunion pendant la nuit. Et ça fait que la plupart des femmes, quel que soit leur niveau d'engagement, ne peuvent pas être à ces rencontres-là. Et après, c'est pour dire que oui, les femmes ne sont pas disponibles. Alors que la personne même qui dit ça n'accepterait pas que sa femme soit à une réunion à minuit, par exemple. Donc tout ça, c'est des situations qui sont là, qui empêchent les femmes de participer à la prise de décision, d'avoir la chance d'être élues. Et puis, quand on regarde bien l'environnement politique au Mali, vous allez voir que les 10 grands partis politiques qui sont les plus en vue au Mali, il n'y a pas un seul parti politique qui est dirigé par une femme. Sur presque 200, je ne sais pas combien on en est aujourd'hui, il n'y a pas plus d'une dizaine de partis politiques dirigés par une femme. Quelle est l'explication qu'on peut donner à cela? Non, ce que vous venez de dire, c'est ça l'explication. C'est-à-dire que les femmes ont toujours été traitées comme des personnes de seconde zone. C'est-à-dire elles doivent simplement s'occuper de la sphère privée et ne devraient pas être exposées. Et là, ce qui concourt à ça, c'est la culture, c'est la religion, c'est des pratiques ancestrales qui sont là, qui sont difficiles à changer du jour au lendemain. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait des efforts justement pour que cette situation change. Alors, Madame Maïgnari, merci d'être là. Alors, on parlait des défis auxquels les femmes sont confrontées lorsqu'elles sont engagées politiquement ou bien au niveau de la société civile. On a parlé de beaucoup de défis, notamment les pesanteurs socio-culturels notamment. Vous, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à cela? Merci beaucoup. Déjà, je présente mes excuses pour le retard. En fait, effectivement, les femmes sont confrontées à beaucoup de défis dans notre pays. C'est normal. Enfin, quand on voit le contexte socio-culturel avec tout ce qui est pesanteur religieux, je pense qu'il y a beaucoup de déviances. Il y a des déviances au niveau de la religion que nous avons compris pas trop dans le bon sens. Au niveau social aussi, il y a les pesanteurs qui ne nous permettent pas de mettre les femmes toujours au devant. Parce que les hommes, nos hommes maintenant ont compris ou se disent que une femme au devant de la scène, c'est une femme qui veut commander. Même si nous savons que dans notre culture, dans les traditions, les femmes ont toujours occupé des places. Et même elles ont été des guerrières. Oui. Les femmes ont toujours fait partie, même dans la charte de Kourkanfoua, il y a des femmes qui sont citées. Mais aussi dans l'environnement de Sundiata, il y avait des femmes. Il y avait des sorcières même qui décidaient de ce que lui, il devait faire en tant que roi des rois. Donc, ça veut dire que les femmes ont toujours été mises en avant dans notre société. Mais aujourd'hui, avec justement notre société, à la base, nous sommes dans le matriarcat. Mais avec l'occidentalisation de tout ce qu'on fait ici, nous sommes passés dans le patriarcat. Et le patriarcat met, heureusement ou malheureusement, l'homme au devant de la scène. Et ce qui fait que nous avons aujourd'hui des hommes qui ont très mal compris ça. Alors, j'ai juste une petite anecdote peut-être pour passer sur cette partie. Je me dis toujours que le mal est un protecteur naturel. C'est un protecteur naturel. Vous allez voir que le lion est l'animal le plus craint de la forêt, mais vous n'allez jamais voir le lion attraper une lionne. C'est impossible. Mais alors, nous sommes retrouvés dans une société où les hommes attaquent. Ils attaquent aujourd'hui, c'est pour cela que nous voyons toujours des décès, X a tué Y. Mais les hommes ne peuvent pas attaquer les femmes. Donc, c'est toujours la mauvaise compréhension, soit de la religion, soit de notre organisation culturelle ou sociétale. Mais en fait, on arrive à un carrefour où aujourd'hui, nous sommes obligés de revenir ça pour pouvoir positionner les femmes et au devant de la politique, mais aussi au devant de la société civile. Parce que si on regarde toutes les grandes nations, aucune société ne se construit sans la femme. Ce n'est pas possible. Et toutes les sociétés qui ont essayé ça, ils ont lamentablement échoué. Donc, c'est ce que je peux ajouter. Et je pense que nous devons vraiment aller vers l'affranchissement un peu des... Alors, nous avons parlé de beaucoup d'obstacles, mais il y a un obstacle dont personne n'a touché. Ça, c'est vous, les femmes, entre vous-mêmes. Est-ce que vous vous soutenez, Adam Dicko? Est-ce que les femmes se servent? On sait que vous êtes, en tout cas, près de la moitié, sinon la moitié de la population. Est-ce que si vous vous soutenez dans ces différentes organisations, en tout cas, cette, entre guillemets, cette exclusion, sinon cette marginalisation dont vous êtes souvent victime, est-ce que vous ne pouvez pas trouver une solution à ça? Merci beaucoup pour cette question parce que
Ça fait partie des réflexes aussi du patriarcat par rapport à la solidarité ou la compétence. C'est-à-dire, dès qu'on parle des questions de femmes, on fait sortir la notion de la compétence. Oui, mais c'est vrai qu'il faut impliquer les femmes. Est-ce qu'elles sont compétentes? Ou pourquoi, entre vous-même, femmes, vous n'êtes pas solidaires? Je pense qu'il ne s'agit pas pour des femmes de protéger des femmes ou de défendre des femmes. Il s'agit pour l'humanité de reconnaître les droits de l'humanité et de respecter la dignité de chacun. C'est-à-dire que quand une femme est brisée, ce n'est pas que c'est le combat d'une autre femme, c'est le combat de toute l'humanité tout entière. Donc cette solidarité, il ne faudra pas l'utiliser, parce que très souvent c'est ce qui est fait, est utilisé un peu contre des femmes contre les femmes. En réalité, ce n'est pas ça. Quand vous créez une organisation, une association, un parti politique et autres, vous les créez pour tout le monde. Et toutes les personnes qui se présentent, vous les acceptez, vous les intégrez, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, ainsi de suite. Donc, la solidarité, oui, elle doit venir des femmes, mais elle ne doit pas être la condition sine qua non pour dire si les femmes ne sont pas impliquées, c'est parce que des femmes n'aiment pas, c'est parce que les femmes entre elles ne sont pas solidaires, parce que aujourd'hui, il s'agit d'appliquer ce qui est écrit en termes de droits, en termes de devoirs. Il s'agit d'aller là-bas. Il ne s'agit pas d'une notion de sexe ou bien une notion de solidarité, mais il s'agit d'une notion plutôt de droit, en fait. Et ce droit-là doit être égal pour tout le monde. Et l'autre dimension, c'est cette implication de la base, la reconnaissance des femmes comme étant des parties prenantes à part entière. C'est ça qui pose problème. Parce que si un chef de famille dit que son garçon peut aller à l'école jusqu'à l'université, mais que la jeune fille ne peut pas aller à l'université, elle doit arrêter l'école au niveau du DEF parce qu'elle doit se marier, elle doit aller faire des enfants et autres. Quelle que soit l'envie de la maman, souvent, elle est mise en minorité parce qu'on va la faire comprendre que l'enfant n'appartient pas à la femme, que l'enfant appartient à l'homme et que c'est à l'homme de décider ce qu'il faut faire. Et ça freine l'engagement de cette jeune fille-là qui, peut-être, si elle part à l'université, peut avoir un esprit brillant, peut se retrouver demain ministre ou juge quelque part, mais qui va voir son avenir quand même pris en otage par des hommes. Parce que si je dis par des hommes, parce que par son père, par son prétendu fiancé ou autre, qui vont prendre en otage tout son avenir pour la calquer dans un cadre que la société a déjà dessiné pour elle. Donc oui, il faut cette solidarité entre les femmes, il faut que les femmes s'accompagnent, il faut que les femmes s'acceptent, il faut que les femmes... Mais il est important de ne pas l'utiliser comme un argumentaire qui prouve que voilà pourquoi les femmes n'émergent pas, parce qu'en réalité, une femme n'est pas coupable de la non-émergence d'une autre femme. C'est qu'en tant qu'être humain, on est tous coupables quand un être humain est brisé, quand un être humain est violé, quand un être humain est... Voilà, donc ce n'est pas... Je refuse de rentrer dans le carcan de... Parce que nous sommes femmes. Je préfère dire parce que nous sommes des humains. Et quand un humain est dans des difficultés, chacun doit faire appel à son côté humain. Et qu'il s'agit aujourd'hui de pratiquer le droit, de pratiquer ce qui est juste, de respecter la dignité de chacun. Et c'est ce qui va nous amener à reconnaître les femmes comme étant des êtres humains à part entière et non pas comme étant des êtres humains femmes qu'il faut aller chercher. Il ne s'agit pas aujourd'hui de donner. Il ne s'agit pas de, oui, il y a les droits ici, on va prendre, on va donner aux femmes. Non, il s'agit juste de reconnaître ce qui revient aux femmes. C'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui les détient qui doit le donner. C'est que c'est juste reconnaître que les femmes sont aussi ça et que ça les revient de droit, au fait, qu'elles doivent le pratiquer et non pas venir le commander ou voilà, le chercher autrement. Ok, je pose la question autrement à Mme Samake. Une femme qui arrive aujourd'hui à se hisser à un certain niveau, que ce soit sur le plan politique ou bien dans une organisation internationale, elle peut quand même se battre pour défendre les droits de ses sœurs, de ses mamans. Aujourd'hui, ça quand même, c'est normal. Bon, je pense que c'est fait. Hein. Est-ce que cela se fait aujourd'hui? Ça se fait, mais je pense que toujours on revient toujours dans les schémas, c'est-à-dire juger la femme. Parce qu'en réalité, quand on regarde un peu, quand tu arrives à un sommet, il n'est pas dit que vous avez tous le même destin, vous avez les mêmes façons de penser, vous avez les mêmes backgrounds, vous avez les mêmes façons de voir. Parce qu'une femme peut se hisser à un certain niveau sans avoir une sensibilité genre.
cela pourrait se faire. Et cette femme-là ne peut pas forcément prendre en compte cette situation. Et si les femmes naissent justement avec cette situation, ça veut dire que dans notre société déjà, il y a une moule qui est là, auquel les femmes sont obligées, c'est-à-dire les femmes passent par là. C'est-à-dire que déjà au niveau socioculturel, nous savons très bien que les femmes sont considérées comme des personnes ne pouvant pas occuper un certain niveau de responsabilité. Souvent, on dit que c'est lié à leur physiologie. Souvent, on dit que c'est lié au fait que, bon, elles doivent assurer la procréation. Souvent, on dit que non, la femme est naturellement faible, elle ne peut pas assumer ou bien qu'elle a un cœur tendre. Mais écoutez, c'est-à-dire, il y a des femmes qui ont un cœur tendre, mais il y a des femmes aussi qui ne sont pas... C'est-à-dire, si on doit ramener ça aux hommes, par exemple, on peut avoir les mêmes façons de voir chez les hommes aussi. Et pourquoi est-ce qu'on doit toujours juger quelqu'un tout simplement parce que vous êtes une femme? C'est ça que je ne comprends pas trop. Vous allez voir, quand on nomme une femme ministre, tout de suite les gens commencent à se poser les questions. Est-ce qu'elle a la capacité? Est-ce qu'elle est saisie? Est-ce que tous les hommes ministres sont compétents? Est-ce que si tous les hommes ministres étaient compétents, on allait en arriver là avec notre pays, tout ce qui s'est passé, même au plan mondial, avec toutes ces guerres-là? Donc, franchement, je pense qu'il faut qu'on change de mentalité sur cette question-là. Changer de mentalité sur cette question, puisque ce n'est pas aussi évident quand on essaye d'analyser tout ce que nous avons comme culture ici. Est-ce que, Maï Niaré, comment parvenir à cela, ce changement de mentalité? Où est-ce que ça doit commencer? Dans la famille. De toute façon, tout changement doit démarrer dans la famille, parce que c'est le premier endroit où nous venons et c'est la première cellule qui nous récupère et qui nous donne des valeurs, les premières certitudes, si on a des certitudes sur la vie. Et aujourd'hui, nous devons prôner vraiment la masculinité positive, parce que je pense que le poids des hommes est devenu très pesant maintenant sur les épaules des femmes, et que ce soit au niveau de la société, partout. Vous imaginez que en tant que femme, vous faites toujours l'objet du jugement. À l'école, vous faites l'objet du jugement de valeur. Dans la rue, vous faites l'objet du jugement. C'est pesant, c'est difficile. Et j'ai toujours dit aux hommes qu'il est de votre responsabilité de protéger vos filles. Si vous savez que vous devez protéger vos filles, ça veut dire que toutes les femmes seront déjà affranchies. On n'a pas besoin vraiment d'être jugé à chaque coin de rue. Parce que le premier point et la première personne qui donne le droit à la femme de s'exprimer, qu'on le veut ou pas, c'est son père. C'est son père qui dit tu peux parler ou tu ne peux pas parler. Et quand le père te retire le droit, c'est difficile que quelqu'un d'autre le donne dehors. C'est le père qui s'arrête et qui donne cette permission. De par son comportement, de par sa liberté, de par sa façon de pousser sa fille et de lui dire tu peux le faire et je suis toujours là avec toi. Et aujourd'hui, quand on regarde, il y a toujours des jugements de valeur. Effectivement, comme elle a dit, quand on nomme une femme ministre, on demande d'abord est-ce qu'elle est mariée. Mais les hommes, ils ne sont pas toujours mariés. En plus, on n'est pas obligé. Le mariage n'est pas une institution obligatoire sur la terre. C'est une institution libre. On n'est pas obligé d'être marié. Après, ils demandent à quel âge. C'est au Mali où on a vu des ministres femmes qui ont été nommées. On cherchait leur âge pendant qu'il y avait des hommes qui avaient au moins 5 ans de moins que elles. Mais personne ne s'est posé la question. Donc il arrive un moment où vous tous, vous les autres, dans la famille, nos fils, mais je me dis aussi que c'est un peu de notre faute, parce que c'est aussi toutes les mamans qui doivent transmettre ces valeurs à leurs fils. Les fils qui sortent finalement de nos maisons doivent sortir avec ces valeurs trempées complètement dans leur comportement. On doit leur dire que vous ne pouvez pas ou tu ne peux pas te conduire comme ça, te comporter comme ça avec une femme. J'ai juste une petite anecdote par rapport à ça, comme je l'ai déjà dit une fois. Mon fils est venu de l'école une fois, il m'a dit qu'il s'est bagarré avec une fille. Il a tabassé la fille. En fait, la fille aussi récupérait le goûter tous les jours, mais ce n'est pas une raison, et il a tabassé. Mais je vous assure qu'on a fait 3 jours sur la question. Et depuis, mon fils aujourd'hui, il va avoir 18 ans. Je n'ai jamais eu à échanger avec lui encore sur les questions des femmes. Même la domestique, il respecte. Parce que c'est à nous de donner ces valeurs à nos enfants, qu'on soit homme ou femme. Donc nous ne devons pas démissionner de notre responsabilité. Et le rôle du père est très important dans la maison. Parce que Adam l'a dit, si le papa est à la maison et que la maman dit on ne fait pas ça, le papa dit on fait. Mais on va faire comment? Tout le monde s'aligne derrière le père parce que c'est le chef de famille. Et donc, les hommes doivent aujourd'hui assumer les responsabilités et dire non à ce qu'on malmène leur fille
leurs sœurs, leurs mamans, leurs femmes. Et pratiquement tous les hommes du Mali ont compris le rôle de la femme en tant que mère. Mais ils n'ont rien compris du rôle de la femme en tant qu'épouse. Les épouses sont malmenées dans les foyers. Voilà. Et souvent, c'est aussi les belles-mères. Nous, femmes, nous sommes aussi nous sommes tous ensemble. Hein, donc, ne pensez pas que nous sommes nous sommes ensemble. Vous êtes toujours impliqués. Quand vous aussi. Vous nous accusez, vous êtes là aussi. Mais vous aussi. Parce que c'est vous le dernier maillon de la chaîne. Nous ne pouvons pas dépasser votre niveau. Parce que c'est le code qui dit que vous êtes le chef de famille. Et ce chef, entre guillemets, a été trop bien compris, tellement bien compris que finalement, nous ne savons même pas ce que ça veut dire. Donc, aidez-nous à vous aider. D'accord. Nous allons passer à un dernier point. La loi 052 qui accorde 30% des postes nominatifs et électifs aux femmes. En tout cas, cette loi a été adoptée depuis quelques années maintenant, mais depuis quelques années encore aussi, nous voyons que cette loi est violée. Les femmes n'ont plus droit à ces 30% dans les institutions, dans les postes nominatifs. Alors vous, je commence par vous, Madame Diko. Comment vous expliquez, jusqu'ici, quelle est l'explication que vous avez eue par rapport au non-respect de cette loi? Bon, moi, l'explication que j'ai, après vous me connaissez, je suis directe dans mes propos, peut-être que je vous demanderai d'excuser le terme, mais pour moi, c'est une indiscipline politique et administrative. La loi est la loi. La loi, refuser d'appliquer une loi, c'est une faute administrative, au fait, c'est une faute politique, c'est de la désobéissance vis-à-vis de la loi. Et ça, ce n'est pas que la loi 052. Toutes les lois votées dans une république sont censées être appliquées. Et c'est ça qui fait l'harmonie d'un État. C'est parce qu'il y a des lois qui nous exigent. Parce qu'il y a des lois qui m'obligent, moi, à payer mes impôts, à respecter les feux et autres. Je ne peux pas dire que non, c'est parce que je suis pressé, je brûle le feu. Non, c'est de l'indiscipline, au fait. Donc, pour moi, quand une loi est là, la loi n'a pas de genre, c'est-à-dire la loi n'a pas de sexe, la loi elle est républicaine. Donc quand une loi est votée, elle doit être appliquée. Et ça, c'est une obligation. Et l'autre chose par rapport à la loi 052, c'est que ce n'est pas la loi des femmes, c'est la loi du genre, c'est le genre, c'est la représentativité. Ce que peut-être un jour, on arrivera aussi à un niveau où les femmes vont occuper des postes à un certain niveau qu'il faudra exiger cette représentation de 30% des hommes. Donc, l'incompréhension vient du fait qu'on prend la loi comme étant la loi des femmes, alors que ce n'est pas la loi des femmes. La loi, déjà qu'elle est votée, elle devient la loi de la République, elle appartient à l'État et son application est une obligation sur tout le monde. Donc, que ce soit la loi, que ce soit la Constitution, que ce soit d'autres mécanismes qui quand même accordent ces droits-là aux femmes sont très souvent violés. Vous allez partir dans les partis politiques, il n'y a aucune loi qui dit que quelqu'un qui ne peut pas amener cette somme-là ne doit pas avoir son nom sur la liste. Mais on sait un peu comment ça se fait et que souvent ces sommes-là même sont fixées en termes de qu'est-ce qu'elles ne pourront pas mobiliser pour pouvoir les barrer la route et autres. Mais avant de sortir, je tiens aussi à rappeler que cette loi quand même a fait quelques avancées. Avant le coup d'État, l'Assemblée générale qu'on avait, on avait quand même atteint, l'Assemblée nationale plutôt, on avait atteint 28% de représentativité des femmes. Ça, c'était une première au Mali. Et c'est la loi qui a permis ça parce que la Cour constitutionnelle a quand même veillé sur les listes électorales et que toutes les listes qui ne comportaient pas les 30% du genre étaient automatiquement rejetées. On a vu que cette loi aussi a permis au Mali d'avoir quand même beaucoup de conseillères au niveau communal parce que ça a été appliqué lors des élections communales et ça a obligé les partis politiques à le respecter parce que sinon les listes étaient rejetées. Donc au niveau électif, cette loi, elle est respectée, elle est appliquée. Mais ce qui est paradoxal, c'est que c'est au niveau politique que la loi n'a pas encore été une réalité du régime qu'il a adopté jusqu'à nos jours. Est-ce qu'on peut dire que ce non-respect est lié au contexte actuel du pays? Est-ce que les urgences, la situation dans laquelle se trouve le pays ne permet pas peut-être d'accorder ces 30%? C'est une question. Absolument pas. Je ne serais pas d'accord avec cette idée selon laquelle... Sinon, pourquoi? Non, il n'y a aucune urgence. L'urgence que nous avons dans notre pays, c'est les hommes et les femmes qui vivent cette urgence-là.
Et les potentialités que nous avons dans notre pays également, ce sont des hommes et des femmes qui sont là, qui ont été formés, qui ont les compétences, qui ont les connaissances, qui ont les savoirs requis justement pour pouvoir occuper des postes et contribuer au développement. Et dès le début de l'émission, on l'a dit ici, on a dit que les femmes, le niveau d'engagement des femmes est très élevé. Et comment est-ce qu'on peut comprendre que malgré ces niveaux d'engagement, quand il s'agit justement de profiter de cet engagement-là, de ce potentiel, qu'on mette les femmes à l'écart? Non, ce n'est pas une question d'urgence, c'est une question de choix politique. On a décidé d'ignorer les femmes. On a décidé de mettre les femmes au second plan. On a décidé de faire en sorte que les femmes n'aient pas voix au chapitre. C'est tout simplement ça. Et je pense, revenons justement à la loi de 2015. C'est-à-dire que quand on regarde cette loi-là, rien ne dit que les femmes devraient se cantonner dans les 30%. Rien. On dit que pour les postes électifs et nominatifs, donc la proportion ne devrait pas être inférieure à 30%. Ça veut dire autant les hommes ne devraient pas être inférieurs à 30%, autant les femmes. Mais pourquoi est-ce que dans les faits, dans la pratique, on veut, comme une camisole de force, on veut calquer ça uniquement sur les femmes? Donc, je crois que c'est fait sciemment, et c'est aussi parce que, justement, quand on regarde bien cette loi, quoique je trouve que les dispositions, c'est vrai qu'on a eu des avancées avec cette loi, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui manquent à cette loi. D'abord, c'est vrai, sur le plan électif, on a atteint autour de 30%, mais moi, je ne suis pas très, très fière de cela, parce que ce que moi je pense être, ce dont je pourrais être fière, c'est si on arrive à la parité, ou on arrive à 60-70, mais à aucun moment de l'histoire, même au plan électif, vous allez voir que les femmes n'ont jamais atteint les 30%. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, pour les postes nominatifs, n'en parlons pas. Toutes les nominations violent allègrement cette disposition de 30%. On dit que ça ne doit pas être inférieur. Pour revenir à ce que ma sœur Adam a dit, une loi, elle n'est pas faite juste pour une frange de la société, c'est pour tout le monde. Et ça a force obligatoire, et sur les institutions et sur les hommes. Et quand on voit que ces textes-là sont violés, souvent ça crée un sentiment on va dire, c'est-à-dire que ça fait une rupture de confiance entre les citoyens et les autorités. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Le jour où on a décidé de voter cette loi, je pense qu'on l'a votée librement et volontairement. Le Mali a adhéré volontairement justement aussi à des conventions au niveau international qui ont consacré cette disposition, qui sont allées jusqu'à la parité. Le Mali, par exemple, a ratifié la convention CEDEF qui demande qu'il n'y ait aucune discrimination envers les femmes. Quand vous allez voir l'article 7 et 8, c'est dit. Le protocole de Maputo, c'est la même chose. En son article 9, les femmes doivent participer de façon égalitaire à tous les processus politiques. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on pense que les femmes ne devraient pas être là et il y a des urgences. Franchement... D'accord. Maïniari, vous pensez comme Mme Samaké que les femmes ont été ignorées? Oui, mais ça n'a pas commencé maintenant. Hein. Ça a toujours été comme ça, en fait. Oui, mais la violation de cette loi-là, qui, en tout cas, même si elle ne s'appliquait pas effectivement, mais on était quand même proche des... Oui, je veux dire que les femmes ont été toujours obligées de se battre dans notre pays. Vous êtes arrivés à nous mettre dans une sorte de cloison où on a du mal à s'en sortir, les hommes. Et donc les femmes ont vraiment du mal, mais le gros problème du Mali, nous avons une faiblesse institutionnelle, c'est l'application des textes. Ce n'est pas seulement la loi 052, même la Constitution est appliquée à moitié, les textes qui régissent la sécurité sont appliqués à moitié, tous les textes sont... Tout est appliqué à moitié ou n'est pas du tout appliqué. Déjà, pour appliquer les textes, il faut les vulgariser. Souvent, quand on cite les lois, il y a des manières qui disent mais ça a été voté quand ils ne sont au courant de rien. Quand on n'a pas vulgarisé quelque chose, comment vous voulez qu'on sache les lois qu'on a par rapport à X ou Y ou tel domaine ou tel secteur? C'est pas possible. Donc, on a vraiment un gros problème à ce niveau. Et je pense que pour ce qui concerne la loi 052, tout a été dit. Rien ne peut justifier qu'en tant que pays responsable qui s'engage volontairement, de façon volontariste, pour prendre des décisions, et qu'on soit à un niveau où on est incapable de respecter notre parole donnée.
Et aujourd'hui, c'est ce qui nous a amenés vers ce carrefour. Et c'est ce qui explique aussi les multiples ruptures constitutionnelles entre justement les citoyens et les dirigeants, parce que ça amène un problème justement. D'accord. Alors on va s'arrêter là. On espère que les femmes sont en train quand même de se battre pour que cette loi puisse être n'est plus que pour les femmes. Puisque les hommes ne veulent pas, en tout cas, ne veulent rien entendre. Les hommes ne veulent rien entendre, donc les femmes doivent se battre maintenant. Voilà, c'est ce qui m'a fait à ce grand dialogue qui parlait aujourd'hui de l'engagement des femmes dans les mouvements politiques et associatifs. Nos invités étaient Adam Diko, elle est directrice exécutive de l'AJICAD, Madame Samake Fatoumata Traoré, elle est présidente de l'initiative citoyenne Mon Pays. Mon combat, c'est mon parti, c'est mon pays. J'y arrive. Et Maïniare, vice-présidente, vice-présidente du réseau international des femmes leaders. Samake Fatoumata Traoré, président de l'initiative citoyenne. Mon parti, c'est le Mali MPC. Et j'y arrive finalement. Merci à toutes et à tous et d'avoir suivi ce grand dialogue réalisé par Imirana Kilou Maïga. À la technique, il y avait Gagny Kanté Adjiratou Traoré. Sekou Gadjigo vous l'a présenté. À demain.